Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Zone Franche, votre émission débat de ce dimanche. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité nationale à l'approche d'une échéance cruciale, les élections de 2026. Alors que les partis politiques affûtent leur stratégie, et nous accueillons un acteur clé de la scène nationale, M. Degla Assouan-Benoît, député à l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, membre du bureau politique et du bureau exécutif national du bloc républicain. Nous reviendrons en détail sur l'actualité du régime au pouvoir, sur ses préparatifs en vue de ces élections capitales. Mais nous ne nous arrêterons pas là, chers téléspectateurs. 9 ans après son accession à la magistrature suprême, quel bilan pouvons-nous tirer de la gouvernance du président Patrice Talon? Quels sont les succès, les défis et surtout les priorités pour les années à venir? Des questions légitimes qui méritent d'être posées et qui, nous l'espérons, trouveront des réponses sincères et franches, telle la tribune qui accueille l'invité de ce dimanche, Pascal. Entre les enjeux internes au bloc républicain, les stratégies pour 2026 et l'évaluation du bilan de la gouvernance et les perspectives d'avenir, nous aurons une discussion riche et éclairante. Honorable député Benoît Assouan-Degla, bonjour. Bonjour mon cher ami Franck Aounou. Merci d'être avec nous. Commençons sans plus tarder tout de suite par l'actualité la plus chaude de l'heure, les frappes des djihadistes dans la partie septentrionale du pays, puisque nous avons avec nous un ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, n'est-ce pas, Éric Guédénon? Bonjour. Absolument. Bonjour Franck Aounou. Honorable Benoît Degla, bonjour. Bonjour monsieur. Joyeuse Pâques à vous. Merci beaucoup. Franck l'a évoqué, on va commencer par parler sécurité. L'ennemi a encore frappé. Comment vous accueillez cette nouvelle dans votre repos d'ancien ministre de l'Intérieur? Merci chers amis journalistes pour cette occasion que vous m'offrez. Je voudrais déjà, d'entrée de jeu, exprimer toute ma douleur et ma compassion à l'endroit des familles endeuillées. C'est vrai, il y a eu ces attaques encore ces derniers jours. Nous n'avons pas encore toutes les précisions. Et ce qui est sûr, c'est qu'une seule attaque constitue pour nous Béninois et pour ce que nous savons depuis de ce phénomène, une attaque, c'est la tristesse, c'est un défi à relever et c'est de la détermination qu'il vous faut pour pouvoir courageusement affronter cet ennemi invisible-là. Vous savez, le terrorisme est devenu aujourd'hui un fléau courant dans notre région. On ne reviendra pas, je ne ferai pas l'histoire de terrorisme dans notre sous-région depuis les pays du Golfe jusqu'à l'éclatement, le fondement du régime de la Libye, Kadhafi, qui a permis que les armes se retrouvent partout. Et cela a fait naître des groupes. Et ces groupes ont commencé par s'installer dans les pays, ont tenté de s'installer dans les pays du Sahel. Face à cela, les pays, les États, la communauté s'est organisée à travers différents systèmes de défense. Nous constatons malheureusement qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore satisfaction. Et mieux, c'est que les pays du Sud aujourd'hui sont concernés. Notre pays est concerné depuis quelques années. Le Ghana également, le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire. Vous voyez, non, le Niger est déjà un pays sahélien qui abrite un foyer de tension au niveau de la zone des trois frontières. Niger, Burkina Faso et puis le Mali. Donc la zone des trois frontières. Et c'était au départ une zone qui était florissante en matière de trafic
de contrebande. C'était le trafic de contrebande. Après, c'est les armes, les trafics humains. Et c'est devenu aujourd'hui c'est devenu la base des attaques terroristes qui vont vers les différents pays. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que ces pays se concentrent, ont concentré leur énergie face à l'échec. Depuis plusieurs années, on a connu les différents, que ce soit G7 Sahel, le G5 Sahel, le G7 Sahel, au niveau de l'ONU, tout ce qu'on a organisé. Bon, on n'a pas les résultats. Réellement, on n'a pas les résultats. Et ces pays s'organisent eux-mêmes. Mais malheureusement, ils concentrent leurs énergies vers les zones qui se considèrent les plus à même d'être défendues, au détriment de leur partie septentrionale. Ce qui fait que notre pays, le Bénin, se retrouve dans ce qui est le point triple. Le point triple, nous avons une frontière donc avec le Burkina et le Niger. Et au niveau de la zone de Banikoua, au niveau du pont, donc précisément vers le pont Mékrou, il n'y a que les attaques se succèdent. Et nous avons du point, la zone concernée, c'est la longueur, du moins c'est une distance de 150 environ, 130 km environ. Mais de l'autre côté, à 5 km simplement, nous avons le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Donc, il leur est facile d'entrer dans leur territoire, de rentrer dans notre territoire, de commettre les forfaits, de nous attaquer et puis de retourner. Mais comment est-ce que cela est possible pour que nous voyions ça chaque fois? Justement, c'est la question que j'allais vous faire. Voilà. Lorsqu'on a fini d'exprimer sa tristesse, sa douleur par rapport à ce qui s'est passé, c'est seulement en janvier, début janvier, que nous avons pleuré des soldats qui sont tombés du fait de ces frappes des djihadistes. Déjà, en avril, nous enregistrons encore des frappes successives. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette fréquence-là qui devient de plus en plus, disons, régulière de la frappe des djihadistes? Ça devient très inquiétant là. Oui, c'est vrai, ça devient très inquiétant et nous sommes frappés au même titre que les pays du Sahel. De la même manière que les pays du Sahel, vous voyez, la presse relaie des informations, comment les djihadistes attaquent au Burkina, comment ils le font au Niger, comment ils le font au Mali. Et nous sommes, après ce pays-là du Sahel, donc nous sommes le pays le plus régulièrement attaqué. Alors, nous avons notre gouvernement, l'état-major général, ensemble, ne restent pas les bras croisés. Vous voyez, avec le voisin qui n'est pas dans un état de collaboration, il est difficile que nous puissions combattre le mal, puisqu'il vient sévir et retourne quelque part. Donc, quand le renseignement n'est pas bien fourni, lorsque nous ne sommes pas dans un esprit de collaboration qui permette de mutualiser nos efforts, nous assistons malheureusement à cela. Et le Bénin a montré sa bonne foi. Le chef de l'État s'est rendu à deux reprises, je crois, au Burkina Faso. Et le chef d'état-major, je crois, qu'il a fait les déplacements à plusieurs reprises pour qu'on puisse nous entendre sur comment combattre ce fléau qui ne fait du bien à personne. Parce que s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le développement. Vous voyez, vous imaginez un peu dans quel état d'esprit se trouvent nos populations du septentrion, et notamment celles de la zone concernée. Alors, je suis persuadé que les différentes forces, les forces armées, le dispositif mis en place et sous la direction, n'est-ce pas, du chef de l'État, saura ou prévoit et prend les dispositions pour que nous puissions
véritablement affronter ces éléments-là. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a acquis des vecteurs aériens pour pouvoir nous assurer de la surveillance permanente de notre territoire. Malheureusement, c'est une guerre asymétrique. Vous n'êtes jamais sûr, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et leur mode de fonctionnement varie d'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre, d'une attaque à l'autre. Donc, c'est comme si, pour réussir cette guerre-là, on devrait transférer toute une armée à nos frontières, ce qui est pratiquement impossible. Mais je suis convaincu que il y aura encore des cas, mais cela ne saura durer longtemps parce que ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays et le bon sens va l'emporter dans nos relations avec nos voisins, nos pays, avec les pays voisins, pour que nous puissions accepter, coopérer. On doit coopérer parce que ces terroristes qui viennent nous attaquer, lorsqu'ils retournent chez eux, parfois ils sont abattus, parfois ils sont neutralisés. Donc, pour eux, il est préférable d'avoir un seul point de concentration de leurs énergies que d'en avoir plusieurs. Parce que s'ils permettent que les gens, ces terroristes-là, entrent sur le territoire béninois, viennent s'aimer viennent faire ce qu'ils font, et ils ne sont pas en sécurité également. Leurs populations ne sont pas en sécurité également. Donc, ils ont tout intérêt à collaborer. Ça, c'est clair. C'est clair. Comme je l'ai dit, le bon sens devra l'emporter pour qu'on comprenne qu'en matière au moins de collaboration sécuritaire, que nous nous asseyons et que nous définissions les voies et moyens pour combattre ces ennemis qui sont communs à nous, à tous nos peuples. On doit les combattre de la manière la plus virulente. Mais je dis, c'est vrai, le terrorisme, malheureusement, les terroristes n'ont jamais été neutralisés, éliminés complètement avec les armes. Donc il faut beaucoup de choses. Nous sommes un pays, le président Patrice Talon a enclenché le développement de notre pays, et aujourd'hui, des moyens énormes sont dirigés vers l'acquisition de moyens de défense. Mais cela semble ne pas suffire, puisqu'à l'évidence, ça ne suffira jamais, nous continuons à enregistrer des attaques. Ouais, est-ce que vous pensez que, comme on dit, notre dispositif est assez efficace? Vous savez, je vous ai parlé d'une guerre symétrique, et vous avez vu, je prends l'exemple du tout-puissant des États-Unis face aux talibans pendant des années, mais ils n'ont pas réussi à les neutraliser. Ils n'ont pas réussi. Je ne dis pas que c'est ce qui va nous arriver, mais quand vous prenez l'Europe, vous prenez la France, vous entendez, le terroriste, il frappe. Pourtant, ils ont les moyens de surveillance, les hommes, les compétences, ils ont tout ça. Je ne dis pas ça pour justifier ce que nous avons. Au contraire, nous nous battons pour pouvoir être en mesure de combattre le terrorisme, d'où qu'il viendra. C'est-à-dire, notre problème aujourd'hui, c'est anticiper. Et pour pouvoir anticiper, il faut le renseignement, qui est très important. Il faut le renseignement, il faut les moyens aériens. Et vous savez, vous avez entendu, il y a des acquisitions qui se font. Des acquisitions qui se font. Et nous avons, avec la coopération, avec la coopération des partenaires, je pense qu'au niveau du renseignement, quelque chose s'est fait. Il va continuer à se faire pour que nous puissions véritablement, parce que le Burkina n'est pas loin de nous. Il est à quelques kilomètres seulement. On traverse la rivière, le pont est là, on traverse, et puis bon, voilà. Donc, il va falloir qu'on accentue le dispositif de renseignement de même manière que les moyens aériens seront mis en place pour que la riposte ne tarde pas
et avant la riposte, pour que nous anticipions, pour ne pas qu'ils aient accès à notre territoire et qu'ils puissent être neutralisés de la plus grave manière. Vous avez évoqué tout à l'heure l'urgence d'une coopération avec nos voisins pour faire face à ces attaques. Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, qui avez la possibilité d'interroger le gouvernement ou bien de l'amener à répondre à vos questions, sur ce sujet principalement, qu'est-ce que vous faites ? Oui, l'Assemblée nationale, nous ne restons pas les bras croisés parce que c'est un problème préoccupant. Je vous l'ai dit, nous parlons d'attaques terroristes. C'est une partie de notre région qui est malheureusement handicapée sur le plan développement. Donc, il est normal que nous interpellions le gouvernement et ça, on le fait. Maintenant, le gouvernement, quels sont les moyens qu'il dispose? Je vous ai parlé d'une collaboration qui doit exister entre les pays voisins. Nous avons aujourd'hui, avec la création de l'AES, c'est comme si désormais il y avait impossibilité de pouvoir communiquer, d'échanger. Et je dis, c'est pas normal, au moins sur la sécurité, sur ce phénomène qui les concerne autant que nous sommes concernés, nous devons pouvoir mettre de côté le problème politique, les mécontentements et nous atteler à mutualiser ces pays nous accusent moyens. De tout ce que vous pouvez imaginer quand justement on prépare des attaques contre le pays. Oui, mais dans ces conditions, ils sont pas favorables à des discussions. Notre pays, le chef de l'État, le porte-parole du gouvernement, le haut commandement, tout cela sont intervenus pour demander à nos voisins, nos frères voisins de venir avec tout ce qu'ils voudront pour montrer où sont ceux-là qui considèrent être comme où se trouvent ces bases-là, qui considèrent que c'est de là qui partent ceux-là qui les attaquent. Vous comprenez? L'intoxication est très forte. Et nous avons d'abord le besoin de nous défendre, de nous assurer de notre sécurité et non pas les moyens de préparer quoi que ce soit pour attaquer pour attaquer les voisins. Ça ne répond à rien. Nous avons d'autres préoccupations. Ça ne répond à aucune logique. Alors, vous avez dit qu'il ne suffit pas de déployer même tout l'armement que nous avons au niveau de notre armée, qu'il faut prendre en compte d'autres facteurs pour mieux gérer ce phénomène. Alors, à quoi faites-vous allusion concrètement? Vous voyez, j'ai insisté sur le renseignement. Oui, ça. J'ai parlé des vecteurs aériens. D'accord? Et je continue de parler de la nécessité de coopérer avec les voisins qui vivent la même situation que nous, afin que nous puissions mutualiser nos moyens pour écraser ces terroristes. Le gouvernement, en même temps, le gouvernement, alors, on doit occuper nos frontières. Nous devons occuper nos frontières et le gouvernement, depuis des années déjà, a, à travers une agence, la BGF, qui construit des infrastructures qui matérialisent la présence de nos citoyens aux frontières, les commissariats de police, les centres de santé, d'autres infrastructures, etc., puisque parfois le vide leur permet de s'installer. On a connu cela avec Koualou, où pendant longtemps, le Bénin a délaissé l'espace là, mais les djihadistes en ont fait. Et le Chougra, ils ont attaqué, mais le Bénin, puisque c'est une zone en litige et entre le Burkina Faso, et comme le Burkina a pris d'autres dispositions pour pouvoir se concentrer un peu plus au nord, mais le Bénin a pris ses responsabilités. Et aujourd'hui, cette zone-là, elle est pacifiée. Nous avons des infrastructures qui sont là, des infrastructures aménagées qui expriment, qui sont la preuve de la présence du Bénin là. Et nous allons faire la même chose. Les mêmes choses se font dans ces zones-là. C'est vrai qu'avec les terroristes, il faut, avec ces installations-là,
il faut accompagner ces installations-là de mesures sécuritaires pour qu'ils ne viennent pas détruire les écoles à construire, les centres de santé à construire, les marchés à construire. Voilà, c'est important. Et par ailleurs, le terrorisme est la phase extrême de l'extrémisme violent. L'extrémisme violent, ce sont nos jeunes qui ont perdu peut-être la boussole, qui ont des problèmes de chômage, le problème qu'ils considèrent comme des problèmes d'injustice, des problèmes qui sont facilement maniables et qui cèdent aux propositions de ces terroristes-là. Donc, le renseignement passe par là aussi, pour que dans nos zones-là, qu'on puisse organiser en dehors de la force qu'on exploite, qu'on puisse aussi sensibiliser. Et ça, il y a le secrétaire permanent au niveau du ministère de l'Intérieur qui fait ce travail-là, la BGF fait ce travail-là, et au ministère de l'Intérieur également, à travers le réseau de lutte contre l'extrémisme violent, on fait ce travail-là pour que nos frères, nos parents, à nos différentes frontières, n'accompagnent pas ces terroristes-là lorsqu'ils viennent pour les recrutements. Parce que de plus en plus, on trouve nos frères parmi ces terroristes-là, moyennant quelques miettes. Voilà. Alors, pour terminer sur le sujet, puisque nous avons plusieurs autres sujets à aborder, quand on est à un niveau décisionnel tel que vous l'avez été à une époque de l'histoire de notre pays, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, et un événement de ce genre se produit, comment est-ce que ça se gère dans le cercle gouvernemental, dans l'équipe gouvernementale? D'abord, il faut de la sérénité. Il ne s'agit pas de s'affoler. Il faut rapidement prendre les mesures pour circonscrire l'événement et en même temps, renforcer les mesures pour que sur le champ d'action, on puisse débusquer, retrouver, empêcher que ceux-là qui sont venus puissent sortir du territoire et les neutraliser. Et c'est seulement après ça que le gouvernement, sereinement, peut faire de points de presse, communiquer ce qui s'est passé. Nous avons droit, le peuple a droit à savoir ce qui s'est passé. Mais avant ça, c'est pas parce que l'attaque a eu lieu aujourd'hui qu'automatiquement le gouvernement va se mettre à communiquer là-dessus. Mais non. Parce que nous manquons justement de chiffres, ça va dans tous les sens. Oui, on a besoin d'avoir, le gouvernement a besoin, avec sérénité, de vérifier les chiffres et à travers nos blessés, nos décès, ceux qui sont décédés. Vous savez, il y en a qui ont été transportés à Kandi ou ailleurs pour les soins à Parakou. Donc on verra bien, on fera le point. Et le gouvernement l'a chaque fois fait. C'est peut-être pas le lendemain, mais il l'a chaque fois fait. Donc c'est par rapport au bilan, on attendra, on patiente un peu de voir ce que le gouvernement dira. Mais en la matière, ce qu'il faut faire, ce n'est pas s'affoler, il faut rester très serein. Et c'est dramatique, mais en même temps, parce qu'il faut penser aux familles de ceux-là qui sont décédés et voir comment faire. Parce que en même temps, il faut renforcer la présence là-bas. En même temps, il faut renforcer la présence des forces là-bas. Donc, si nous avons en nos seins des décès, il faut pouvoir les remplacer. Mais ça, il y a un travail psychologique à très haut niveau qui doit se faire pour que le militaire, en dépit de tout, sente qu'il a fait l'option de défendre la patrie au prix de la mort. C'est ça. Allez, on va parler politique, Eric Guédélo. Absolument, honorable Benoît Degla, vous avez tenu
au niveau de votre parti, votre deuxième session ordinaire, vous avez évoqué plusieurs points. Validation du compte rendu de la session précédente, approbation des comptes de la gestion financière 2024 et puis justement un dernier point, adoption du calendrier de la tournée d'audit et d'actualisation des structures décentralisées. Aujourd'hui, vous êtes où en êtes-vous justement au niveau de votre parti pour ce qui est justement des actions à mener dans le cadre des élections générales? Merci beaucoup. Vous venez juste de lister toutes les décisions qui ont été prises par le bureau exécutif national il y a seulement quelques jours. Et après adoption, donc, les instructions ont été données pour que le travail démarre. Donc, la semaine prochaine déjà, nous allons occuper tout le territoire béninois. Et il faut rappeler que nous avons, quand on parle de validation, audit et validation des structures, nous sommes le premier parti à avoir installé nos structures partout dans le Bénin. Nous avons nos structures installées partout. Peut-être que les autres l'ont fait avant vous. Non, parce que nous savons. Il a fait en premier. Nous savons. Non, mais non. On sait quand les autres ont commencé l'installation de leur structure. On sait quand les autres ont commencé l'installation de leur structure, mais nous l'avons fait bien avant. Bien avant les élections législatives. Aujourd'hui, on constate que ça s'est fait dans d'autres structures, partis politiques. Mais nous, on l'a fait avant. Donc, il faut, de temps en temps, les activer. Il faut auditer, il faut voir s'ils sont tous là. Est-ce qu'il n'y a pas de décès, est-ce qu'il n'y a pas de la dissidence, est-ce qu'il n'y a pas de problèmes à régler, etc., etc. Et c'est très important parce que nous devons nous baser sur ces cellules, ces structures-là pour pouvoir atteindre les objectifs que nous fixons pour les échéances à venir. Vos objectifs sont grands aujourd'hui. À vous écouter, Eric, on a l'impression que vous avez tendu vos tentacules un peu partout sur l'ensemble du territoire. Mais quel est le niveau de maillage du territoire? Si vous levez aujourd'hui, vous organisez des élections, vous vous attendrez à quoi? Écoutez, les élections législatives sont les premières qui vont se dérouler en janvier. Et nous pensons que nous avons suffisamment les moyens de figurer parmi les premiers partis. D'être le premier ou de figurer parmi? D'être le premier. Je dis figurer parmi les premiers partis. Vous reconnaissez qu'il y a d'autres qui peuvent vous devancer, c'est ça? Non. Mais beaucoup de partis... Pourquoi vous ne dites pas avec assurance d'être le tout premier parti, un peu comme... Alors, monsieur le journaliste, je vous dis que lors des dernières élections, c'est pour moins de 150 000 électeurs que nous sommes retrouvés à 28 députés. Même si c'est un seul attendez, non, je finis. Attendez-moi finir. C'est pour 1500 et quelques. Et nous savons où était le problème. Mais aujourd'hui, nous allons sur le terrain. Je vous assure. Le problème était où à cette époque? Permettez que je n'en parle pas maintenant. Peut-être. Est-ce que vous n'avez pas bien travaillé? Non, c'est passé. Oui, mais nous sommes servis. Vos électeurs, vos militants veulent savoir. Nous sommes servis. Non, mais lorsque nous sommes en contact avec eux, lorsque nous sommes avec eux, on leur rappelle. C'est une tribune on leur rappelle ce qu'il y a eu comme souci qu'il faudrait éviter désormais. Vous comprenez? Est-ce que c'était par manque de stratégie politique qu'on vous a écrasé pour vous arroger la première place? Non, vous savez, l'excès de confiance parfois vous conduit à des situations inattendues. Nous étions très confiants et consciemment ou inconsciemment, nous avons négligé certains pans de la chose. Mais aujourd'hui, nous sommes aguerris, très aguerris. Et avec sérénité, monsieur le journaliste, je vous regarde pour vous dire qu'aux élections, les élections à venir, le BR va s'illustrer, sera le premier parti en termes de quantité. Vous comptez justement sur quoi? Je vous dis, vous voyez le sérieux avec lequel nous travaillons. Le BR ne fait pas de la politique des réseaux sociaux. Le BR ne fait pas la politique publicitaire. Le BR travaille à travers ces différentes structures
à travers les organes décentralisés que nous avons, ce qui n'est pas partout ailleurs. Donnez-nous des exemples. Vous avez des exemples de partis qui ne travaillent pas avec la base, qui n'ont pas de... Ah non, non. Je dis ce que fait mon parti. Mais vous comparez à qui? Écoutez, alors je me compare, je compare le BA aux autres partis. Vous faites des comparaisons. Écoutez, je vous dis, aujourd'hui, l'organisation, nous avons une organisation des jeunes aujourd'hui qui a une couverture nationale. Nous avons une organisation des femmes qui a une couverture nationale. Un parti politique est censé être à caractère national. Non, est-ce que c'est une nouveauté? C'est pas une écoutez, innovation. Nous avons. Je parle de ces organisations-là, vous ne les avez pas ailleurs, dans les autres structures. Mais malgré que vous les avez, cela ne fait pas de vous la première force politique. Mais non. Nous ne les avions pas avant. Mais nous avons tiré le son des résultats obtenus. Et aujourd'hui, nous occupons complètement le territoire national du pays. Nous n'allons pas à ces élections nécessairement sur une quelconque alliance parlementaire. Non. Alors, un accord parlementaire, aujourd'hui, que ça arrive. Pour la fois, on le ferait, nous allons le faire, mais on ne compte pas sur ça pour avoir nos députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la Sénat déroule déjà son chronogramme, puisque c'est déjà connu. Nous sommes à moins d'un an des élections générales. Quel est l'état d'esprit, à la fois au niveau des responsables du parti, mais aussi des militants? Alors, les militants, non, mais attends, parce que vous voulez me faire dire la même chose, mais je vais répéter. Oui. Les militants sont ceux-là sur lesquels nous basons notre électorat, sur lesquels nous basons notre victoire. Et ces militants, nous ne les lâchons pas. Autant les organisations, les structures décentralisées travaillent avec ces militants à la base, autant le bureau exécutif ordonne que toutes les structures nationales, dans toutes les communes, soient auditées, actualisées et aguerries pour être prêtes pour le combat. Est-ce que vous direz que nous ne nous préparons pas? Mais bien sûr que nous le faisons. On n'a pas la prétention de le dire. Vos mots deviennent de plus en plus confiants là. Mais au niveau, quand on parle d'état d'esprit, Eric, au niveau des responsables même, est-ce que le niveau de confiance est renforcé aujourd'hui? J'ai suivi une de vos interviews, je ne sais, sur un média social, où vous avez longuement insisté sur le fait que vous êtes un membre fondateur. Vous êtes membre fondateur. Et à lire entre les lignes, on a l'impression que vous réclamez cela. Est-ce que ça n'allait pas venir tout aisément? Mais non. En faisant référence à ça, je veux simplement dire que le parti BR ne serait pas le fief, ne serait pas la structure politique d'où émaneraient des propos d'individus qui pourraient souiller la qualité et notre fonctionnement. Il n'y a rien sans rien, mais qu'est-ce que vous faites? Vous parlez de qui? Écoutez, vous savez, il y en a qui, sous prétexte d'être du BR, qui se proclament d'être sous prétexte, ils sont du BR, ils ne sont pas. Écoutez, je vous dis, qu'ils soient fondateurs ou qui vous aient rejoint après. Qui nous aient rejoint après, je dis, mais ça ne donne pas le droit de tenir un certain nombre de propos. Et nous avons besoin, et au niveau du BR, vous savez, on sait faire appliquer la discipline. On sait faire appliquer la discipline. Quand vous regardez depuis sa création, les exclusions, les suspensions, c'est chez nous que ça se passe. Et vous pensez que c'est une bonne méthode? Écoutez, exclure c'est la discipline qu'il faut. Et le sérieux d'un parti se vit et s'apprécie à travers ce caractère-là. Ce n'est pas un foutu. D'accord. Dans un passé pas trop lointain, nous avons justement, appliquant cette discipline-là, vous avez, disons, exclu certains membres du parti, ou du moins, vous les avez suspendus. Je veux parler du ministre Adambi et de certains autres militants. On s'attendait justement à cette session, puisque la veille, la communication autour, qu'il soit rétabli, peut-être, certains sont restés sur leur soif quant aux points qui ont fait objet de conclusion. Vous en êtes où dans la gestion de cette crise? La décision de le suspendre n'a pas donné un délai.
n'a pas donné un délai. C'est les structures qui se sont retrouvées, le bureau exécutif qui s'est retrouvé pour prendre cette décision. Mais le bureau exécutif n'a pas étudié ce dossier. Donc, vous savez, nous sommes aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on construit tout. On construit tout. Vous avez lu ça à la veille de cette session? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, oui. Alors, mais c'est pas prévu. Il vient de lire l'ordre du jour. C'est pas prévu. Ça n'a même pas été étudié, ça n'a même pas été évoqué. C'est même pas. Mais nulle part, non, il faut parler de ça. Peut-être que ça avait été prévu et que vous l'avez retiré à la dernière minute. Mais non, pas du tout alors. Pas du tout. Mais dites-nous, alors, sur ce dossier, comment le BIR gère ça avec l'intéressé? Écoutez, l'intéressé, il a été suspendu. Et depuis sa suspension à la date d'aujourd'hui, mais ça date de quand? Il y aurait eu des rencontres. Ça date de quand? Mais tout n'est pas de l'intéressé. Vous savez, vous appartenez à un grand groupe. Et le grand groupe, au sein du grand groupe, on constate qu'il y a des positions prises qui vont à l'encontre du bon fonctionnement du parti. On décide de vous suspendre. Je crois, le pas pour revenir, c'est à vous que ça... Vous voulez dire que ceux qui ont été suspendus, dont le ministre Adambi n'a pas fait les démarches? Mais non, c'est parce que je dis, mais même s'il a fait la démarche, il n'y a pas vers chacun de nous. Nous avons un président. Le président nous aurait dit, mais écoutez, vous savez, oui, nous avons un président, nous avons un secrétaire exécutif, nous avons un bureau exécutif. Voilà. Il y a des courriers qui peuvent être adressés pour dire, bon voilà, par rapport à cette situation, je reconnais mais les faits et tout. Puisqu'il a été auditionné. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous dis, il a eu des attitudes, il a eu des comportements, le bureau exécutif l'a suspendu pour des comportements contraires à la bonne marche du parti. Oui. Est-ce qu'entre-temps, l'intéressé a mené cette démarche que vous évoquez? Je vous dis encore, est-ce qu'il a rencontré le président? À la place que moi j'occupe au sein du parti, en tant que membre du bureau politique et membre du bureau exécutif national, je n'ai pas entendu parler d'une telle démarche. Donc cette information qui est venue la veille de votre session, elle est des réseaux sociaux. Elle est fausse? Elle est totalement fausse. Elle est des réseaux sociaux. On aurait même appris qu'au-delà du parti, qu'il y aurait eu des rencontres. Mais oui, mais même si ça s'est fait. Mais il y a l'informel. Mais jusqu'à ce que la décision se prenne pour dire qu'à la prochaine session, du bureau exécutif, on va revenir sur la décision, mais il faudrait que cela ait été. Il faut que cela ait eu. Il faudrait que cela ait été l'objet d'une discussion au sein des structures et qu'on en convienne ainsi. Je vous dis qu'on ne l'a pas fait. D'accord. Une chose est de sanctionner M. Adambi, et vous savez ce qu'il représente dans le Nord, précisément à Parakou, dans la 8e circonscription. C'est pas ce thème qu'il faut voir les choses. C'est pas justement, est-ce que vous comptez véritablement trouver une solution avant des élections générales ou vous comptez laisser les choses comme ça? Non, je crois que nous sommes conscients que la situation ne saurait perdurer. Conscient que vous aurez besoin de lui dans la 8e circonscription? J'ai dit que la situation ne saurait perdurer, que l'intéressé lui-même, depuis sa démission, n'a pris aucune position contre le BIR. L'intéressé n'a sur aucune place publique n'a attaqué le BR. L'intéressé a eu le temps de se rendre compte des erreurs commises. Et quand il reviendra, il ne nous appartient pas de refuser. Donc pour vous, il est en train de revenir à de meilleurs sentiments. Mais lorsque la sanction de suspension a été prise, nous qui étions là, tous, c'est avec un pincement au cœur, parce que c'est un camarade à nous, avec toutes ses valeurs. Mais si la discipline du groupe vous impose
la prise d'une décision, vous la prenez, c'est ce que nous avons fait. Il y a espoir que dans les prochains jours, qu'il soit rétabli avec les autres camarades qui ont été suspendus. Bien sûr qu'il peut revenir. C'est pour quand? Ah mais non, je ne vais pas vous dire. Je vous dis que, bon, voilà, ça n'a fait l'objet d'aucun débat. Il n'y a eu aucune concertation au niveau formel, donc je ne saurais vous dire quand il va revenir. Mais le temps, et nous avons encore le temps. Vous pensez avoir encore le temps. Justement, vous pensez aussi avoir encore le temps pour le choix de votre candidat pour les élections présidentielles? Oui, bien sûr. Vous savez très bien ce que disent les textes. Qu'est-ce que vos textes disent en la matière? Ah mais non, nous avons jusqu'en octobre. On a posé la question à votre président dans un entretien. Il a passé son chemin. Ah mais non. En octobre, le mois d'octobre, je crois que c'est le mois, puisque c'est 180 jours avant les élections, que les candidats peuvent s'exprimer. Ou commencent à déposer le dossier. Avant cette date, au niveau de votre formation politique, nous y réfléchissons. Nous pensons. Vous n'êtes pas fatigué de donner toujours cette réponse? Mais pourquoi? Mais attendez, vous voyez, dans ce pays, on a vu les veilles d'élection. On a vu comment le pays tout nous ralentit. C'est une année électorale. Non, attendez, je vous dis encore, je rappelle les grosses pertes que subit le pays à la veille des élections avec les cadres qui désertent les administrations. Les textes ont si bien dit que dans le délai, nous avons le délai de 180 jours pour pouvoir. Le candidat dépose, le dépôt de candidature, c'est 180 jours. Mais nous avons le temps. Mais le processus des candidats à la candidature. Mais c'est quel candidat? Mais c'est quel candidat vous déposez votre candidature? Le processus des candidats à la candidature au sein des partis, en quoi ça peut déranger l'administration? C'est au niveau des formations politiques que le débat se crée. Mais vous refusez de créer le débat. Vous êtes sûr que nous refusons de créer le débat? On n'en voit pas. Mais attendez, vous allez voir. Mais attendez, vous allez voir. C'est ce que vous dites depuis pratiquement 2 ans, on est là. Mais oui, mais 2 ans, c'est beaucoup. 1 an, c'est beaucoup. Ça tue l'activité politique. Mais non, l'activité politique accompagne le développement. Et aujourd'hui, ce plus important, c'est qu'on puisse développer. Le PAG ne puisse pas être entravé par les activités politiques qui. Il suffit d'organiser l'administration. À part le ministre, à part les cabinets, il y a d'autres cadres, il y a beaucoup d'autres cadres dans l'administration qui peuvent tourner les services. Rassurez-vous, le Bloc républicain est un parti qui est né pour gouverner. Nous avons l'ambition de gouverner. Donc nous ne serons pas au retrait, nous ne serons pas en marge de la présentation d'un candidat. Est-ce que, au fond, vous comprenez? Vous êtes un acteur politique. Même si vous avez un long parcours en matière politique. Est-ce que ce n'est pas illusoire de décider de présenter un candidat à 6 mois d'une élection? Comment voudriez-vous que ce candidat puisse... Vous êtes sûr... attendez, nous parlons d'octobre. Et là, nous sommes en avril. Oui. Vous êtes sûr qu'en mai, juin... que vous n'ayez pas les noms des candidats? Quel temps vous aurez pu vendre ce candidat-là pour le présenter, pour me présenter ses mérites et pour le faire adopter? Ils ont de la valeur, que ce soit dans tous les cas. Nous avons les candidats. Que les populations ne connaissent peut-être pas. Mais quelques jours qui vont rester avant. Les candidats seront... Lorsqu'ils sont proposés par le parti, donc ils sont l'émanation de... Puisque les partis sont nationaux, n'est-ce pas? Le parti se repose sur son occupation nationale, sur une adhésion nationale. Oui. Donc le candidat qui s'illustre, qui sort, qui est celui-là qui est retenu, a déjà à la base une adhésion populaire. Mais si vous ne laissez pas la possibilité... si vous ne laissez pas la possibilité à un candidat de travailler avec ses militants, écoutez, le candidat n'aura pas à travailler seul, puisqu'on va le choisir. Et si on le choisit, c'est tout le parti qui l'accompagne partout où nous serons. Dans chacune de nos localités, le candidat, il devient le candidat de chacune de nos localités. Donc on va travailler pour lui. Alors, Benoît Degla, quel est l'objectif de la mouvance en 2026?
et de conserver le pouvoir. Ah oui, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, on sent des dissensions. Les propos récents de Maître Adrien Ngwedji, qui a déjà sorti un certain nombre de fois, et la dernière fois, en face des jeunes, il a tenu des propos qui vont complètement à l'encontre de... Pour lui, il faut raser le système partisan, et ouvrir, sauter tous les verrous pour que tout le monde participe à ces élections qui arrivent. Finalement, où est-ce que vous allez? Est-ce que vous n'êtes pas en train de marcher avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles là? Il vous accuse d'organiser encore des élections Wakala. C'est le mot qu'il a utilisé. Eh bien, nous avions travaillé ensemble pour mettre en place un bon nombre de ces textes-là. Nous avions travaillé ensemble. Et j'ai beaucoup de respect pour Maître Ngwedji, Adrien Ngwedji. Oui. Mais nous avons travaillé ensemble. Et j'avoue, la ténacité avec laquelle il voulait que ce texte-là passe. Si aujourd'hui, avec le recul, il pense le contraire, mais libre à lui. Nous sommes en politique. Ce qui importe aujourd'hui... Libre à lui, vous pensez aux implications de ce qu'il fait là? Ce qui est important aujourd'hui, c'est que moi, mon appel toujours a été que nous comprenions que l'heure est au grand rassemblement. Qu'il ne fallait pas passer du temps à tout ce qui peut diviser. Alors, vous semblez minimiser un peu mais je ne minimise pas les impacts de ce qu'il fait. Mais là. Non, c'est un grand... Mais Adrien Ngwedji, c'est un maillon important. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez attendez, le dénoncer? Mais est-ce que vous mesurez la portée de ce qu'il fait? Mais attendez, oui, mais alors, écoutez, vous voudrez qu'on puisse l'obliger à se taire? Est-ce que les conséquences ne sont pas encore plus graves? Oui, mais dit que il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Nous avons évoqué le cas d'Adambi, et ici, que vous avez sanctionné au niveau de votre parti politique. Vous avez un partenaire à vous de la mouvance qui tient ses propos, et la mouvance ne dit rien. Écoutez, moi je ne sais pas comment il est arrivé au parti auquel il appartient. Et s'il était du bloc républicain, peut-être que la situation se serait passée comme avec Adambi. Vous l'aurez sanctionné aussi? Oh, certainement. Est-ce que ça vous inquiète ce qu'il fait? C'est préoccupant, mais bon, on va surmonter cela. Comment? On va surmonter cela parce que, au-delà de tout, il n'a jamais dit... Parce qu'il a dit qu'il ne se tairait pas, qu'il va le dire partout, il en aura l'occasion. Mais il compte récidiviser. Vous voyez, ça aurait pu commencer comment? Ça aurait pu commencer par une démission. Ça aurait pu commencer par une démission. Démissionner, partir, fait partie tous ces cadres et tout, voilà. Et recommencer peut-être ailleurs. Peut-être. On n'en est pas là. Il a dit, il demeure. Maintenant, on ne peut pas éviter, s'il vous plaît, on peut éviter les courants contraires, les pensées diverses dans un groupe politique. À le voir, c'est pas qu'il marque, est-ce qu'il ne se rapproche pas un peu de vos adversaires d'en face, vos amis d'en face, les opposants? Non, moi je sais pas. Je ne crois pas du tout. C'est le même discours, honorable. Je ne crois pas du tout parce que c'est le même discours. Je ne crois pas. Aujourd'hui, Adrien Ngwedji veut le retour des exilés, il veut la libération des prisonniers. La relecture du code électoral. C'est le même discours que. Mais il sait très bien, pour avoir été député, pour avoir été président de l'Assemblée nationale à 3 reprises, il connaît mieux les textes que quiconque. Il sait très bien comment ça se passe. Alors finalement, il faut le faire. Il parle de consensus. Il sait que à l'heure où nous nous trouvons à l'étape d'aujourd'hui, selon les directives de la CEDEAO, on ne peut pas se lever et puis modifier un texte électif sans un consensus national. Alors, il aurait pu adopter la position de grand conciliateur. Il aurait pu adopter cette position. Cela aurait changé quoi? Il y a longtemps que l'opposition demande le consensus. Mais en même temps, les textes de la CEDEAO ne nous permettent pas de réviser à tout moment. Pas de consensus chaque fois. L'ancien président Yaïboni pas de consensus. Oui, mais la mouvance n'a pas été sensible. Mais le consensus se fait dans un cercle donné. On approche le consensus entre qui et qui. Mais il faut d'abord, si ceux qui parlent de consensus, ils se retrouvent. Ngwedji se retrouve avec Soglo.
S'il y a une bonne Vous avez un problème avec le mot consensus, c'est ça? Vous ne sentez pas la nécessité d'un consensus à l'heure où nous parlons? Écoutez, je vous dis, si le consensus est obtenu, ça va se faire. Puisqu'on ne sera pas dans une position contraire à ce que prévoit la CEDEAO. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous serez favorable à un consensus autour de ces questions-là, la mouvance? Le consensus, on parle depuis la conférence nationale de forces vives, on a toujours parlé de consensus. Si le consensus devrait arriver aujourd'hui, elle serait supérieure à moi, à ma modeste personne. On parle de votre parti. Mais oui, mon parti également. Mon parti également devra pouvoir se mettre en accord avec ce consensus-là. Si c'est un consensus, mais que ceux qui en parlent initient véritablement le creuset au sein duquel on recherche le consensus. Alors, si au plan politique, il y a quelques petits soucis à gérer, au niveau de votre bilan, du bilan de la gouvernance de Patrice Talon, 9 ans qu'il a déjà passé au pouvoir, certainement vous avez des mots très élogieux à évoquer, n'est-ce pas? Mais peut-être aussi des regrets. Merci beaucoup. Vous savez, 10 ans, ça passe vite. Hein? Ça passe vite. Mais il faut rappeler toujours d'où nous sommes partis. Parce que le président Patrice Talon, en venant, a dit qu'il allait se consacrer à réformer notre pays. Il serait le président des réformes. Jusque-là, je crois que il tient parole. Il a dit, il va révéler à travers le PAG 1 qu'il va révéler le Bénin. Aujourd'hui, nul doute que c'est vrai. Nous sommes au PAG 2. Le Bénin est en train d'être révélé. Je crois que le nom résonne beaucoup plus qu'avant. Le pays se construit. Mais tout ne peut pas être bon à la fois. Tout ne peut pas être bon à la fois. On ne va pas sauter aussi vite. Qu'est-ce qui est bon aujourd'hui que vous pouvez vendre bientôt lors des campagnes électorales? Donnez-nous quelques exemples. Alors, lorsque Cotonou, il y a 10 ans, et Cotonou aujourd'hui, dans vos déplacements, dans les infrastructures que vous voyez, que vous utilisez, lorsque sur le plan de la santé, les efforts sont faits de manière à permettre que désormais les Béninois, que notre pays ne dépense plus de milliards à l'extérieur, et qu'à travers le chiche, on puisse parvenir à soigner les Béninois sur place. Un hôpital de référence. Lorsque, du jour au lendemain, naît l'espace de Gbodjigbe, où des milliers de jeunes trouvent de l'emploi, on ne peut pas rester ni sourd ni aveugle et ne pas apprécier ce résultat-là que nous avons obtenu. Alors, je disais tantôt que tout peut ne pas être beau, oui. Mais lorsque vous voulez, le Bénin a besoin de décoller. Quand vous voulez prendre un avion, on a besoin d'une piste nivelée. Tout est prioritaire au Bénin aujourd'hui. Les libertés individuelles sont prioritaires, les routes sont prioritaires, l'école est prioritaire. Donc, c'est des trucs qu'il faut boucher l'un après l'autre avant que votre avion ne prenne. Oui. Les libertés individuelles, liberté d'expression, liberté, c'est le reproche qu'on fait le plus au président Talon. Alors, les gens estiment, et le discours, vous l'entendez, nous n'inventons rien, que sous le président Patrice Talon, nous avons observé un recul en matière de promotion des libertés, de respect des libertés, de permettre aux gens d'exprimer leur liberté publiquement. Et vous voulez que nous nous développions, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Vous avez vu le Vietnam? Le président
avant Patrice Talon, le président Patrice Talon, nous a raconté cette histoire où les gens sont surpris qu'un pays ait 150, 100, 200 partis politiques. D'abord, c'est un parti politique, mais il fait des merveilles. Aujourd'hui, vous citez la Birmanie, qui fait des merveilles. Vous citez la Malaisie, qui fait des merveilles. Vous citez dans la sous-région des pays qui ne sont pas plus démocratiques que nous, qui font des merveilles. Vous savez, on dit la liberté, c'est celle-là qui ne dépasse pas les limites fixées par la loi. La liberté, c'est celle-là qui ne dépasse pas les limites fixées par la loi. Et notre loi a des limites, nous donne des limites de ce que nous pouvons exercer comme liberté. Vous utilisez les armes législatives pour contraindre ou pour restreindre les libertés. Si c'est des armes législatives, ces armes législatives, elles émanent du peuple, parce que les députés sont l'émanation du peuple. Il y a d'autres voix qui, à l'Assemblée nationale, attirent votre attention. Mais et malheureusement, leur position, ça ne permet pas de changer grand chose. Malheureusement, c'est la démocratie. Il y a la majorité, il y a la majorité, il y a la minorité. Et il s'est fait que c'est la majorité qui l'emporte. Et c'est ça la démocratie. On doit avoir le courage de respecter le verdict des urnes au sein de l'Assemblée lors du vote d'une loi. Parce que là, si c'est une majorité qui vote, ça devient la chose. Donc vous êtes conscient qu'il y a des libertés qui sont restreintes là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, j'entends comme vous. Et vous êtes sensible à ça? Mais oui, je veux bien que mon pays ne soit pas indexé comme un pays. Mais je dis simplement ce niveau. Nous sommes indexés. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui le dites. Les références que vous avez, c'est lesquelles? Ah, mais vous avez les membres des actes de la société civile. Mais vous savez que parfois, on préfère 1000 fois le développement que de s'attarder sur un certain nombre de choses. C'est pas inutile, hein, mais parfois le développement l'emporte. C'est le choix que vous avez fait, là. Mais je n'ai pas dit ça. Mais si, on a fait le choix du développement au mépris des non, je vous dis encore, les libertés existent pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais faisons l'effort de ne pas les entraver, de ne pas aller au-delà. C'est tout. Nous entendons aussi des questions de pression sociale, le chômage, des emplois qu'on a gâtés, des entreprises qu'on a fermées, des structures d'État, ces 9 dernières années. Mais oui, mais qu'en même temps on réhabilite d'une façon ou d'une autre. Et je vais parler de Glojigwe. Voilà, c'est des centaines de milliers d'emplois également qui s'offrent. Il y a des différents projets pour la sécurité, pour assister les populations les plus défavorisées. On n'en parle pas beaucoup. Hein, vous allez dans nos villages, il y a des femmes qui reçoivent par moment, tous les mois, un certain montant pour leur suivi. On n'en parle pas. Il y a le projet H. On n'en parle pas. Mais les infrastructures qu'on met en place, est-ce que nous ne voyons pas que sur le plan social, il y a une implication? On n'arrive toujours pas à faire un lien. Hein. Mais bien sûr, parce que lorsque vous avez la route bitumée, lorsqu'aujourd'hui, quand vous partez de Tangueta pour Bukumbe, ou bien bientôt de Cotonou pour Boycon, il y a le transport. Cotonou-Porto-Novo aussi. Cotonou-Porto-Novo, voilà. La route, on passait combien de temps? 2 heures, 1 heure, 2 heures. Aujourd'hui, c'est comme une minute. C'est quelques minutes. Vous croyez qu'on ne rentabilise pas? En rentabilisant, les retombées, elles sont sociales. Alors, vous avez dit que tout n'a pas été rose en 9 ans. Est-ce que vous avez des regrets? Bien sûr qu'on peut avoir des regrets. Faire tout ce qu'on a voulu faire partout. Faire tout ce qu'on veut faire partout. Il y a des routes. Il y a des routes. C'est-à-dire que des routes, il y a des zones qui sont moins, qui ont été moins dotées. Un peu comme votre zone, la zone Ouessant. Oui, la zone. Parce que j'ai vu le ministre conseiller qui est descendu récemment, qui a donné des explications qui donnent un peu d'espoir. Voilà, oui, bien sûr. Depuis 9 ans, ça veut dire que vous n'avez rien engrangé là-bas. Il n'est jamais trop. Et ça fait depuis 1960 que nous existons. Mais c'est la toute première fois que, de façon ferme, un gouvernement prend la décision
de bitumer cette voie. Et déjà, pour ceux qui savent, les travaux commencent. Pas que les engins sont arrivés déjà, mais il y a un travail, il y a un processus préalable. Et c'est en cours. Donc nous savons pour nous. On nous a parlé d'un certificat de conformité qui doit être délivré depuis 9 ans. C'est pas fait. C'est des problèmes. À quel niveau vous revenez à quoi ça? Alors, le ministre conseiller est descendu dans la zone des collines pour faire une visite de chantier où les entrepreneurs ont dit nous mettons en place notre quartier général et ainsi de suite. Mais ça aurait pu être fait depuis, non? Mais oui, mais justement pour démarrer, il faut avoir les moyens. D'accord? Pour démarrer, il faut avoir les moyens. Il faut que les études soient faites et certifiées. Quand ce n'est pas fait, malheureusement, on patiente. Quand ce n'est pas fait, malheureusement, on patiente. Alors, donc, aujourd'hui, on a démarré parce que les moyens sont là. C'est chose faite aujourd'hui. Oui, c'est en cours de démarrage. Partant de cela, quelles sont les priorités pour les quelques mois qui restent à Patrice Talon à passer au pouvoir? Oui, je crois que... Merci beaucoup. C'est la poursuite, n'est-ce pas, de la réalisation du PAG2 dans toutes ses dimensions. Et faire en sorte que l'exécution du PAG2 atteigne le niveau le plus élevé. C'est la préoccupation, ça. Parce que ça couvre tout le secteur et parvenir au niveau le plus élevé fera grandir davantage le Bénin, fera révéler davantage le Bénin. Et je pense que c'est la préoccupation actuelle. Et évidemment, les élections étant pour bientôt, faire en sorte que ces élections-là se déroulent dans la paix et dans une concorde nationale avérée. Voilà. Benoît Assouan-Degla, député BR à l'Assemblée nationale, vous êtes également ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À ce titre, vous nous avez donné votre avis sur la situation sécuritaire que nous vivons actuellement dans le Nord avec ces frappes enregistrées, bien entendu, dans le nord du pays. Vous avez également parlé politique, vous avez fait le bilan à votre manière des 9 ans passés à la tête de notre pays par le chef de l'État, le président Patrice Talon, et vous avez évoqué il y a un tout petit instant les priorités pour le reste de son mandat. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de fête de la Pâque à vous. Oui, merci. Je devrais commencer par là et souhaiter bonne fête de Pâques à tous nos compatriotes dans la ferveur. Et puis voilà, que Dieu veille sur chacun de nous, que le Seigneur Tout-Puissant illumine les cœurs et que notre pays soit celui-là que nous portions véritablement dans notre cœur, et cela en dépit de tous les sacrifices. Voilà. Merci Eric. Merci à vous Franck. Bonne fête à vous également. Merci à vous aussi. Bonne fête chers téléspectateurs et à dimanche prochain. Merci à toute l'équipe de réalisation qui nous a accompagnés au cours de cette émission.